Imaginez un instant que vous vous réveillez avec un simple mal de tête. Vous entrez dans le cabinet du médecin le plus respecté de votre ville, espérant un soulagement. Mais la suite vous glace le sang. Le médecin vous observe et déclare, avec assurance, « Je dois percer un trou directement dans votre crâne. » Et avant de commencer l'intervention, il fait quelque chose qui vous laissera sans voix. Il analyse votre urine pour confirmer le diagnostic. Pensez-vous que c'est de la fiction? Pensez-vous que j'exagère pour créer du drame? Vous avez complètement tort. Pendant près de 1000 ans, les pratiques médicales européennes étaient si étranges et brutales qu'elles feraient passer les films d'horreur modernes pour des dessins animés pour enfants. Nous parlons d'une époque où le remède était souvent plus mortel que la maladie elle-même. Les médecins médiévaux croyaient sincèrement qu'ils sauvaient des vies lorsqu'ils vidaient leurs patients de leur sang jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent, leur donnèrent à manger des momies pulvérisées ou pratiquaient des opérations chirurgicales avec des outils rouillés et sans aucune anesthésie. Mais voici le plus troublant. Il ne s'agissait pas de guérisseurs ignorants venus de villages reculés. C'étaient des médecins diplômés, respectés par la société. Leurs travaux étaient considérés comme de la science médicale de pointe. Aujourd'hui, nous allons explorer les secrets les plus sombres de la médecine médiévale. Je vais vous révéler des pratiques si terrifiantes que votre esprit aura du mal à les assimiler. Et à la fin de cette vidéo, vous découvrirez une vérité qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le progrès humain. Mais avant de continuer, je dois vous prévenir. Ce que vous allez entendre n'est pas enseigné. En cours d'histoire, ces secrets ont été gardés secrets pour une raison bien précise. Et si vous voulez connaître tous ces secrets troublants, restez jusqu'à la fin, car la révélation finale changera votre perspective pour toujours. Il s'appelait Marc de Padoue et était considéré comme le médecin le plus brillant de toute l'Italie du XIVe siècle. Il avait étudié dans les meilleures universités, mémorisé tous les textes médicaux disponibles, et sa réputation s'était répandue dans toute l'Europe. Marcus n'était pas un charlatan. C'était un homme dévoué qui désirait sincèrement aider ses patients. Il avait solennellement juré de guérir les malades et d'alléger la souffrance humaine. Mais par une froide matinée de novembre 1347, Marcus dut faire face à son cas le plus difficile. Hélène, une jeune femme d'à peine 19 ans, qui se présenta à son cabinet avec des symptômes de profonde mélancolie. Elle ne parvenait pas à dormir, avait perdu l'appétit et, selon sa famille, des démons la tourmentèrent jour et nuit. Marcus examina attentivement Helena. Il observa sa pâleur, remarqua sa respiration irrégulière et, s'appuyant sur ses connaissances médicales les plus avancées, arriva à une conclusion définitive. Elle souffrait d'un dangereux excès de bile noire qui empoisonnait son cerveau. La solution était claire et scientifiquement étayée par des siècles de connaissances médicales. Je devais percer son crâne pour libérer les vapeurs toxiques emprisonnées dans sa tête. Ce que Marcus ignorait et qu'aucun médecin médiéval ne savait, c'est qu'Helena souffrait simplement de dépression postpartum après avoir perdu son bébé quelques semaines plus tôt. Un trouble aujourd'hui traité par la thérapie et un soutien émotionnel. Mais Marcus vivait dans un monde où la médecine reposait sur des théories totalement erronées. Un monde où les meilleures intentions produisaient les résultats les plus horribles. Un monde où l'ignorance se faisait passer pour la sagesse et où les fausses connaissances étaient plus dangereuses que l'absence totale de connaissances. La différence entre la médecine médiévale et la médecine moderne n'est pas seulement technologique. C'est la différence entre deux univers de compréhension du fonctionnement du corps humain totalement différents. Et Helena? Eh bien, Helena n'a jamais survécu au traitement scientifique de Marcus. Ce n'est pas seulement l'histoire d'Helena et Marcus, c'est celle de millions de personnes qui ont souffert et sont mortes sous les soins de médecins convaincus de faire le bon choix. Mais cette histoire ne fait que commencer. Les horreurs pratiquées par Marcus sont bien peu de choses en comparaison de ce que d'autres médecins considéraient comme des traitements de routine. Mais avant de plonger dans les détails les plus effrayants, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. L'édifice entier de la médecine médiévale a été construit sur un mensonge colossal que personne n'osait remettre en question. Retour à l'origine. C'est en 460, avec l'ère J.C.,
Hippocrate, le père de la médecine, proposa une théorie qui semblait logique pour son époque. Le corps humain était composé de 4 fluides vitaux. Le sang, les mucosités, la bile jaune et la bile noire. Lorsque ces humeurs étaient équilibrées, on était en bonne santé. Lorsqu'elles se déséquilibraient, on tombait malade. Cette théorie a traversé les siècles, passant par les médecins romains, les érudits musulmans, et a finalement atteint l'Europe médiévale, où elle est devenue un dogme incontesté. Ce que ces médecins ignoraient, c'est qu'ils étaient sur le point de créer un système de torture systématique déguisé en médecine. Chaque traitement, chaque procédure, chaque remède visait à rééquilibrer des humeurs qui n'existaient même pas. Les médecins médiévaux ne croyaient pas seulement aux 4 humeurs. Ils avaient développé tout un système de personnalité basé sur cette théorie. Un excès de sang rendait optimiste, joyeux mais téméraire. Un excès de flegme rendait flegmatique, calme mais paresseux. La bile jaune produisait des individus colériques, ambitieux mais colériques. Et la bile noire créait des individus mélancoliques, artistes mais déprimés. Imaginez un médecin qui vous examine et déclare avec assurance « Votre sang est trop chaud et humide. C'est pour ça que vous avez de la fièvre et que vous êtes trop romantique. » La solution était toujours la même, rééquilibrer violemment les humeurs par des saignées, des purges ou des vomissements. Préfiguration sinistre. Mais la saignée n'était qu'un début. Les traitements devinrent progressivement plus brutaux, plus invasifs, plus créatifs dans leur cruauté. Et, plus inquiétant encore, plus le médecin était instruit, plus ses méthodes étaient horribles. Accroche pour ce qui arrive. Parce que ce que ces médecins faisaient avec des perceuses et des crânes humains dépassait tout ce que vous avez déjà vu dans un film d'horreur. Et attendez de découvrir ce qu'ils faisaient de l'urine de leurs patients. Cette révélation viendra dans un instant, mais il vous faut d'abord comprendre la pratique la plus universelle de la médecine médiévale. Voix d'autorité, Dr Alessandro Ricci, historien de la médecine spécialisé dans les pratiques médiévales. Si la médecine médiévale existait un remède universel, ce serait la saignée. Il s'agissait de prélever délibérément du sang sur les patients pour traiter pratiquement toutes les maladies imaginables. Ce que le docteur Ricci omet de mentionner dans ses conférences publiques, c'est à quel point cette torture médicale était systématique et calculée. Connaissances exclusives. Les médecins médiévaux avaient développé des dizaines de méthodes créatives pour extraire le sang de leurs patients. La méthode la plus courante consistait à pratiquer de profondes incisions dans les veines, à l'aide de couteaux tranchants appelés flammes, puis à recueillir le sang qui coulait dans des récipients spéciaux. Mais voici une information confidentielle que vous n'avez jamais entendue. Les médecins calculaient soigneusement la quantité de sang à drainer en fonction de l'âge, du poids et, tenez-vous bien, des phases de la lune du patient. Car apparemment, les cycles lunaires affectaient l'équilibre de l'humeur. Témoignage d'un spécialiste, Dr Maria Fernandez, archéologue médicale. Lors de nos fouilles, nous avons découvert des instruments de saignée dans presque toutes les maisons médiévales. De la classe moyenne. Il ne s'agit pas de pratiques inhabituelles. C'était aussi courant qu'avoir de l'aspirine dans son armoire à pharmacie aujourd'hui. Le docteur Fernandez a découvert quelque chose qui bouleverse notre compréhension. Les sangsues étaient élevées, industriellement. Les médecins disposaient d'élevages spécialisés où ils élevaient des milliers de ces créatures hématophages, les traitant comme des instruments médicaux de précision. Révélation choquante d'un initié. Mais voici ce qui n'apparaît jamais dans les livres d'histoire. La saignée était pratiquée sur tout le monde, quel que soit son état. Les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, et même les personnes souffrant déjà de perte de sang, dues à des blessures, étaient soumis à un drainage supplémentaire. Témoignage historique exclusif, les dossiers médicaux montrent que les patients étaient saignés jusqu'à l'évanouissement, ce que les médecins interprétaient comme un signe d'efficacité du traitement. Le roi Charles II d'Angleterre a bénéficié de ce traitement lors de son accident vasculaire cérébral. Ces médecins ont drainé plus d'un demi-litre de sang, appliqué des dizaines de sangsues et provoqué des vomissements et des diarrhées, tandis qu'il agonisait. La révélation la plus troublante.
Il ne s'agissait pas de charlatanisme. La saignée était la référence en matière de soins médicaux médiévaux, pratiqués par les médecins les plus instruits et enseignés dans toutes les facultés de médecine d'Europe. Spécialiste final. Professeur Giovanni Toretti, expert en instruments médicaux médiévaux. Les instruments que nous avons trouvés sont d'une sophistication technique impressionnante. Ces médecins n'étaient pas primitifs, c'étaient des artisans hautement spécialisés dans la torture systématique du corps humain. Mais si vous pensez que la saignée était la pire chose que ces médecins pouvaient en faire, préparez-vous à découvrir une pratique au-delà de tout cauchemar, le perçage délibéré de crânes humains. Vous vous souvenez d'Elena, la jeune femme de 19 ans dont nous parlions au début, celle qui souffrait de déprime après avoir perdu son bébé? Eh bien, il est temps que vous sachiez exactement ce que Marc de Padoue lui a fait au nom de la science médicale. Rappel au hook initial. Quand je vous ai dit au début que les médecins percèrent les crânes pour traiter les maux de tête, je n'exagérais pas le moins du monde. On appelait cela la trépanation, et c'était considéré comme une procédure médicale tout à fait légitime. Crochet de curiosité dévastatrice. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces ponctions ont été pratiquées alors que le patient était pleinement conscient. Et oui, c'était considéré comme une intervention médicale de routine. Révélation progressive, les chirurgiens médiévaux pratiquaient la trépanation pour traiter les maux de tête, l'épilepsie, les maladies mentales et les traumatismes crâniens. Leur raisonnement était étonnamment cohérent. Ils croyaient que des esprits maléfiques, des humeurs maléfiques ou du sang corrompu étaient emprisonnés dans le crâne, créant une pression source de souffrance. La solution ? Créer une voie d'évacuation en perçant un trou directement à travers l'os. Moment de tension maximale. La procédure était d'une simplicité déconcertante. Les chirurgiens utilisaient des outils spécialisés appelés trépans, des scies circulaires aux bords tranchants et dentelés. Ils marquaient un point sur la tête du patient, puis tordaient et enfonçaient lentement le trépan à travers la peau, les muscles et les os jusqu'au cerveau. L'ensemble du processus pouvait prendre des heures, les patients restant éveillés tout au long de l'expérience, car il n'existait pas d'anesthésie efficace. Preuves archéologiques choquantes. Des preuves archéologiques montrent que certains patients ont survécu à la trépanation. Leur crâne présente des signes de cicatrisation autour des orifices, mais survivre signifiait souvent vivre avec du tissu cérébral exposé, recouvert uniquement de peau, rendant les patients vulnérables aux infections, aux crises d'épilepsie et à une détérioration mentale accrue. Elena ne faisait pas exception. Marcus suivait les procédures médicales les plus avancées de son époque. Il marqua soigneusement l'endroit sur sa tempe gauche où, selon les textes médicaux, s'accumulait la bile noire responsable de la mélancolie. Vous voulez savoir? Ce qui était le plus dérangeant, les manuscrits médiévaux contiennent des instructions détaillées pour la trépanation, accompagnées d'illustrations indiquant les endroits appropriés à percer en fonction des différents symptômes. Les maux de tête nécessitaient des centelillas, perforations près des tempes, tandis que la mélancolie nécessitait des ouvertures au sommet du crâne. Certains patients ont subi plusieurs perforations lors d'une même intervention. Et vous souvenez-vous, au début, que les médecins analysaient l'urine de leurs patients? Eh bien, il est temps que vous connaissiez tous les détails de cette pratique, car ce qu'ils faisaient dépassait l'imaginable. La pratique de l'analyse d'urine au Moyen Âge vous laissera sans voix. Et lorsque vous découvrirez ce que les médecins les plus prestigieux considéraient comme la Itsersitkis, le Messelerneske, médecine de pointe, vous comprendrez pourquoi ils ont gardé ces secrets, pour eux pendant des siècles. Le début de la révélation finale. Les médecins médiévaux croyaient pouvoir diagnostiquer n'importe quelle maladie en examinant simplement l'urine d'un patient. Et oui, cet examen incluait la dégustation de l'urine. Cette pratique, appelée uroscopie, était considérée comme le summum de la sophistication médicale et était pratiquée avec un sérieux mortel par les médecins les plus respectés de l'époque. Le processus détaillé. Le processus était complexe et rituel. Les médecins utilisaient des bocaux en verre spéciaux, appelés matulas,
pour recueillir des échantillons d'urine, puis les soumettaient à la lumière pour en analyser la couleur, la clarté et la consistance. Ils disposaient de tableaux présentant 20 couleurs d'urine différentes, chacune étant censée indiquer des maladies spécifiques ou des déséquilibres humoraux. Mais l'inspection visuelle n'était que le début. Le moment d'horreur maximale. Les médecins médiévaux sentèrent l'urine, notant si elle était sucrée, putride ou avait une odeur inhabituelle. Puis vint le plus choquant. Ils la goûtaient. Les médecins pensaient qu'une urine au goût sucré indiquait un diabète, une urine amère des problèmes de foie et une urine salée une maladie rénale. Le retournement de situation dévastateur. Mais voici le rebondissement qui change. Tout ce que vous pensiez savoir sur ces médecins, ce n'étaient pas des monstres, ce n'étaient pas des sadiques qui prenaient plaisir à la souffrance humaine. C'étaient des gens intelligents et instruits qui faisaient de leur mieux avec les connaissances dont ils disposaient. Marc de Padoue croyait sincèrement sauver la vie d'Hélène lorsqu'il lui perça le crâne. Les médecins qui saignaient leurs patients jusqu'à l'évanouissement pensaient sincèrement guérir des maladies. Ceux qui analysaient l'urine croyaient sincèrement réaliser des diagnostics scientifiques avancés. La vérité la plus dérangeante. La vérité la plus effrayante n'est pas que ces médecins étaient de mauvais. C'est qu'ils étaient, comme nous, des professionnels dévoués, appliquant les meilleures connaissances scientifiques de leur époque. Le cliffhanger final. Et savez-vous le plus effrayant? Certaines de ces pratiques ont perduré bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. La saignée est restée un traitement médical courant jusqu'au 19e siècle. La trépanation était encore pratiquée dans certaines régions d'Europe au début du 20e siècle. Même l'analyse du goût de l'urine a persisté dans certaines facultés, de médecine jusqu'au développement des tests de laboratoire modernes. La réflexion finale. La prochaine fois que vous visiterez un hôpital moderne, prenez un moment pour apprécier le chemin parcouru. Personne ne vous percera le crâne pour des maux de tête, ne testera votre urine pour un diagnostic, ni ne vous prescrira de la poudre de momie pour vos maux. Le cliffhanger qui vous laisse songeur. Mais voici la question qui devrait vous tenir. Éveillé ce soir, quelles pratiques médicales actuelles seront considérées comme brutales et primitives dans 500 ans? Quels traitements scientifiques avancés d'aujourd'hui amèneront les générations futures à nous considérer comme nous percevons les médecins médiévaux? Car s'il y a une chose que l'histoire nous enseigne, c'est que chaque génération est convaincue d'avoir enfin compris correctement la médecine. Si la découverte de ces secrets troublants de la médecine médiévale vous a laissé aussi fasciné et horrifié, il est peut-être temps de découvrir les autres sombres secrets que l'histoire recèle. Abonnez-vous, car les mystères que je dévoilerai dans les prochaines vidéos vous donneront l'impression que ces horreurs médicales sont des contes pour enfants. Et rappelez-vous, l'histoire qu'on ne vous enseigne pas à l'école est toujours celle qui révèle le mieux la véritable nature de l'humanité. Parce que le prochain secret que je vais révéler implique une pratique que les gouvernements modernes continuent de cacher à ce jour.